C'est parti pour la machine vaccine de Hack the Box. Alors, j'ai avant tout préenregistré quelques adresses IP des machines que je vais faire sur Hack the Box dans mon fichier host. Comme ça, j'ai plus à me souvenir des IP, j'ai juste à avoir ça dans mon fichier host. Et c'est bon, j'ai juste à me souvenir des noms des machines. C'est quand même un peu plus simple. Pour cette machine, alors il est indiqué qu'il n'y a qu'un fichier root.txt à trouver, il n'y a que le flag root qui doit être trouvé. Donc là, notre but, c'est vraiment juste aller à root. Et tant qu'on n'est pas à root, ça sert à rien de chercher du flag. J'ai avec moi un script que je me suis fait. Un peu comme celui de la dernière fois, sauf que ici, je vais pas écrire le nom de la target en dur dans le script, je vais l'écrire au clavier. Comme ça, c'est... j'ai pas modifié le fichier, c'est directement, j'écris, voilà, c'est plus rapide. Ensuite, c'est le même script, hein, ça map les ports, etc. Ça les affiche, et puis ça va rescanner plus en profondeur, seulement s'il y a des ports. S'il n'y a pas de port, il va pas faire de scan. On sait jamais. Ok. J'ai avec moi donc un fichier logins avec le login que j'ai trouvé la dernière fois, FTP user, et le mot de passe qui était avec. Donc on va lancer le script sur vaccine. Et il n'y a plus qu'à attendre. Alors on peut voir qu'il y a le port, enfin les ports 21, 22 et 80. Donc SSH, FTP, enfin FTP, SSH et web. Pour cette machine d'ailleurs, je vais montrer deux moyens d'hacker la machine. Il y en a un très simple et un peu plus compliqué. Je vais d'abord faire le simple et enfin, à la fin, je ferai le plus compliqué. Alors, on a donc trois ports. 21 qui est un port FTP. C'est intéressant, attendez qu'on a un utilisateur qui se nomme FTP user et qui s'est trouvé dans un fichier de FileZilla. Donc sûrement qu'il y a un truc à faire. On a un port SSH, on verra ça plus tard, et un port 80, on verra ça aussi plus tard. Donc on va tenter de se connecter sur la machine vaccine. Voilà. On rentre le mot de passe. Et on est connecté. Alors, déjà, où est-ce qu'on se trouve? On est à la racine. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Deux fichiers. On a un fichier A et un fichier backup.zip. Alors c'est bizarre parce qu'on dit qu'on est à la racine. À mon avis, en fait, le FTP user, il est ce qu'on appelle chrouté ou crouté, je sais pas comment ça se prononce. Moi j'aime bien dire crouté, mais ça fait un peu moche quand même. Il est crouté et en fait, le répertoire où on se trouve en FTP, c'est vraiment la racine par rapport en serveur FTP. Pas à la machine, on peut toujours aller en arrière en termes de machine, mais pour la vision du serveur FTP, là on se trouve, c'est vraiment la racine, on peut pas aller derrière. Donc là on peut pas faire grand chose si ce n'est que télécharger deux fichiers, le fichier A et le fichier backup. Donc on va les récupérer. Je vais me décrire. Voilà, j'ai récupéré les deux fichiers. Je peux partir. Ok. On va maintenant regarder un peu plus en profondeur les deux fichiers qu'on a. Donc on a un fichier A qui est juste du texte et qui ne fait que 2 octets. Bon. Ok, dedans il y a juste les lettres A. Bon, à mon avis c'est un fichier qui sert à rien. On va supprimer. On a un fichier zip. Alors est-ce que c'est vraiment un fichier zip? Apparemment oui, zip et archive data. Ok. On va donc l'unzipper. Oh. Alors ça nous demande un mot de passe parce que dedans il y a un fichier index.php qui est ce qu'on appelle password protected et password protected il est protégé par mot de passe. Bon. On va juste tenter de remettre le mot de passe de FTP user, on sait jamais. Ok, ça marche pas. On va essayer de mettre FTP user. Hein. Déjà, parfois faut tester des trucs débiles. Bon, là ça marche pas du tout, ok. On va donc s'y attaquer autrement. On va appeler John the Ripper. Enfin là, zip to John. En fait, ça va calculer les hashes des mots de passe qui sont demandés dans le zip et nous les sortir en fichier. Donc là, j'appelle zip to John sur le fichier backup. Et je vais écrire la sortie dans un fichier que je vais appeler backup.h. Là, j'ai mon fichier backup ici. Si je l'affiche, j'ai quoi? J'ai beaucoup de choses. Mais dedans, il y a le hash du mot de passe qui est demandé. On va donc ensuite appeler John, juste John.
donc John the Ripper, sur backup.h. Et j'oublie à chaque fois, il faut faire show, voilà. Donc on affiche le mot de passe qu'il a normalement trouvé avec le hash qu'on lui a donné. On peut voir que pour backup.zip, le mot de passe se trouve ici. Donc si je unzip backup.zip, que je mets le mot de passe qui est là, c'est bon, il a réussi à me désarchiver les deux fichiers. Il y a index.php et style.css. Alors on va donc regarder index.php un peu plus en profondeur. Ok, il est un peu long. On va commencer par le début. On a donc ici une session PHP, donc pour se connecter, qui demande un username et un mot de passe. Le username, donc il y a un test de connexion. Si le username est égal à admin, et si le hash MD5 du mot de passe est égal à ça. Donc on n'a pas le mot de passe en clair, mais on a sa somme MD5. Alors je vais la marquer ici. Voilà, en attendant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après on a une page PHP toute simple. Et ce qui a l'air d'être un formulaire de login et de mot de passe. Bon. Et ensuite c'est pour se connecter sur un dashboard.php. Ok. On va donc trouver la valeur qui est derrière le hash du MD5 que j'ai mis ici. Pour ça, on va faire appel à H4. Avant ça, je vais copier un fichier là où je me trouve. Hop, on connaît, c'est RockU. Je le désarchive. Voilà. Donc pour rappel, RockU, c'est un fichier qui contient, je crois que c'était 14 millions de lignes. Ouais, c'est ça, 14 millions de lignes. Et en fait, voilà, c'est juste plein de mots-clés comme ça à la suite. J'essaie d'en montrer un poil plus. Voilà, c'est plein de mots-clés les uns à la suite des autres qui sont très souvent utilisés pour se loguer ou utiliser des mots de passe. Enfin, voilà. C'est un bon fichier dictionnaire, on va dire. En plus Wordlist que dictionnaire, je sais. Il n'est pas rangé dans l'ordre alphabétique. On va donc appeler H4, qui sert donc à faire des tests de hash sur des hashes et une liste de mots en clair. Il va essayer de faire des correspondances et de trouver à quoi correspond le hash qu'on a noté sur le côté. Donc H4. Ah oui, il faut que j'enregistre d'abord le hash quelque part. Ah, donc je vais l'envoyer dans un fichier qu'on va appeler password.md5. Tout simplement. Et donc, j'appelle H4 pour de vrai. Sur... alors, comme c'est du MD5, on va faire -M0 pour indiquer que c'est du MD5 sur le fichier MD5 qui contient le MD5 et avec le fichier dictionnaire. Alors, étant donné que là je suis dans une machine virtuelle, il n'arrive pas à me trouver un processeur natif Intel machin parce que je passe sur une machine virtuelle. Donc on nous dit tu peux utiliser -force pour override et quand même faire le calcul. Donc c'est ce que je fais. J'ajoute -force. Ah oui, parce que j'avais déjà fait l'attaque précédemment. Donc là, vu que j'affiche ce qu'il a déjà préenregistré. Voilà. Et en gros, il m'avait déjà... Ouais, parce que j'ai fait l'attaque avant. J'appréhende pas comme ça, sinon la vidéo ferait 4 heures, ça serait horrible. Là, je refais les étapes que moi j'ai fait. Donc en gros, bon, vous faites juste la commande qui est ici. Si vous êtes sur une machine... enfin, si vous avez installé physiquement le Kali. Sinon, -force si jamais vous êtes en machine virtuelle. Et moi, je dois faire -show parce qu'il m'a déjà fait le calcul. Donc là, il est en train de dire, bah écoute, je vais pas m'amuser à recalculer ce que j'ai déjà calculé, donc va voir le fichier préenregistré. Voilà. Donc le mot de passe, c'est tout simplement QWERTY789. QWERTY789. Bon. QWERTY789, j'ai dit. Voilà. Donc, admin, je l'avais déjà enregistré, mais pas 789. Donc ce que je vais faire, c'est enregistrer ça dans mes passwords. Pareil pour les logins. Et donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement dire j'ai trouvé un compte admin
Voilà. Avec ce mot de passe là. Et la petite explication, ça sera admin du site de vaccine. Et d'ailleurs, je peux aussi dire pour l'utilisateur FTP, utilise FTP user de vaccine. Voilà. Comme ça, j'ai un petit historique assez sympathique. Ok. Donc, maintenant qu'on a trouvé le mot de passe, on se rappelle qu'on avait le port 80 qui était ouvert. Donc, on va ouvrir Firefox. On va aller... Pourquoi je vois un autre onglet? Sur vaccine.htb. Et donc là, on a un formulaire de connexion. Donc, on va faire admin. Et on va faire QWERTY 789. Voilà, on est connecté sur une page. Sur Vaccine, on est sur le dashboard. Et là, il y a un truc de recherche. Alors, si je fais pas Elixir, comme c'est écrit sur le nom là. Ok, bon, me trouve Elixir. Si je mets juste E, bon, me trouve tout ce qui contient E. Bon. Alors là, c'est le moment où je vais devoir séparer la vidéo. On va faire la méthode d'abord simple, et après la méthode compliquée qui va consister à attaquer le site. Pour l'instant, je vais retourner sur mon shell, et je vais me rappeler, je sais pas si je l'ai encore dans le... Si là. Et on se rappelle qu'il y avait aussi un port SSH qui était ouvert. La logique veut donc que je tente au moins de me connecter en SSH avec les deux utilisateurs que j'ai trouvés. Donc je fais SSH. On va commencer par l'administrateur, hein, parce que c'est intéressant quand même un compte admin. Sur Vaccine, on met le mot de passe. Ok, ça marche pas. On va essayer pareil. Oula, c'est FTP user. Avec l'utilisateur FTP. On rentre son mot de passe. Oh, ok. FTP user, j'ai réussi à me connecter en SSH avec. Alors, moi, il y a un truc que j'aime bien faire quand je suis connecté avec un nouvel utilisateur sur une machine. C'est d'abord voir où je me trouve. Donc, FTP user est apparemment un compte utilisateur. Donc, si je fais où am I, ça va me donner évidemment FTP user. J'aime bien voir dans quel groupe je suis. Bon, bah là, je suis FTP user, rien de génial. Et j'aime bien voir si j'ai le droit d'exécuter des commandes d'administrateur. On va prendre le mot de passe. Ok. FTP user, il a le droit de rien faire. On va se diriger vers le serveur web. Parce que c'est le seul port qui est resté attaqué, c'était le 80. Pour l'instant, on n'a rien fait par se connecter. Alors peut-être que dedans, il y a des fichiers avec du code intéressant. On va dedans. On retrouve bien index.php et d'abord dashboard.php. Alors, si je regarde l'index. Là, je retrouve le admin. Ici, je retrouve le hash qui était le même que celui que j'ai attaqué tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment la page index.php qu'on avait déjà téléchargé précédemment. Voilà, ici. Si j'affiche là, voilà, index. On voit bien que le hash ici, que j'ai en local, c'est le même que celui qui est ici, sur le serveur distant. Bon, il reste un autre fichier PHP, c'est dashboard.php. Zut. .php. Dedans, on a quoi? Pour l'instant, on n'a pas grand chose. On va descendre. Est-ce qu'il y a un truc intéressant? Ah, là, il y a un truc intéressant. Il y a une connexion qui se fait avec l'utilisateur Postgres, enfin, sur donc l'utilisateur du service PostgreSQL, donc il y a un serveur SQL derrière, avec le mot de passe associé. Alors, c'est pareil. Je vais enregistrer les mots de passe, enfin les comptes et mots de passe. Donc j'ai Postgre que je mets dans mes users. Dans les passwords, j'ai ça. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est enregistrer les deux en même temps. Post. Dans mes logins. Bon, je rendrai ça joli après, c'est pas grave. Ok. Donc je vais tenter de me connecter.
avec cet utilisateur. Donc je fais su post arrêt. Je prends le mot de passe qui est normalement associé. Oh, je suis connecté avec l'utilisateur Postgre. Enfin, l'utilisateur, le service Postgre. Donc si je fais who am I, je suis Postgre. Je vais retourner dans mon répertoire home, CD, je sais pas où je me trouve du coup, on va voir. Donc c'est dans varlib PostgreSQL. Ok. Dedans j'ai quoi? Bon, j'ai un fichier user. Alors, il y a un fichier user, mais bon, la machine disait bien ne prenez que le flag de route. Donc je vais peut-être le prendre, mais moi sur la machine il y avait bien spécifié ne prenez que le route, le user n'est pas utile. Bon, je le prends quand même. Donc écho ça dans user.text. Voilà. Bon, c'est juste histoire de dire, hein, mais. Et il y a donc autre chose que j'aime bien faire. Oui, donc identifier, on a quoi? Donc on a UID, donc c'est Postgre. Le groupe c'est Postgre. Et il fait aussi partie de SSL cert. Et la dernière commande que j'aime bien faire, du coup, c'est sudo-l pour lister les commandes que j'aurai le droit de faire en sudo. Là, ça me donne un mot de passe, donc je vais le redonner. Et là, j'ai le droit. Alors, on peut voir que pour Postgre, j'ai un secure pass donc, qui correspond à ça. Et ici, ça dit que j'ai le droit d'exécuter. Alors, all, ça veut dire avec le nom de n'importe qui. Donc, je pourrais très bien exécuter la commande qui suit en tant que FTP user, ou que Postgre, ou que root. Le all, ça veut vraiment dire pour le coup tout le monde. Donc, j'ai le droit d'exécuter ceci avec sudo. Je vais le faire. Donc là, je me trouve devant un fichier avec des informations pour la base de données. Et je suis sur VI. Et ce qui est intéressant avec VI, comme Vim ou d'autres logiciels, on peut faire ce qu'on appelle de l'escalation de privilèges, parce que en fait, on peut faire appel à des shells depuis ces programmes. Et donc là, comme j'ai fait sudo VI, il est exécuté avec les droits administrateurs. Et pour exécuter un shell depuis VI, quand on est en mode normal comme ça, juste pour se déplacer, on n'est pas en train d'insérer du texte, on fait 2 points, point d'exclamation, /bin /bash, et me voilà connecté. On peut le voir ici, mais bon, on va le faire wami pour le prouver, en tant que root. En fait, là, je suis connecté avec FTP user, qui s'est connecté avec Postgre, qui a lancé un administrateur VI, et en fait, je suis dans la session de VI en train d'exécuter du bash. Bon, ça fait vraiment une espèce de couche applicative, je vais pas dire impressionnante, mais qui commence à être quand même assez costaude. Mais là, je suis en route. Donc, je vais dans mon home. Ok. Bon, c'est normal. Et normalement, j'ai mon fichier root.txt. Donc, je vais me le sauvegarder. Root.txt. Alors là, c'est aussi le moment où je lance un peu regarder, voir ce qui se passe, etc. Bon, pour l'avoir déjà fait, il n'y a rien de bien intéressant dans le répertoire root. Donc c'est bon, j'ai réussi à trouver un accès pour la machine root. Alors j'ai dit que c'est vraiment simple, là, ça a pris moins de 20 minutes, et encore j'ai été lent parce que j'expliquais des choses. Je vais juste mettre en pause la vidéo, je vais préparer l'attaque de la deuxième façon pour pouvoir attaquer le serveur. Pour la suite, donc pour la version un peu plus dure, on se reconnecte sur le site et on fait F12, on va dans storage et on voit qu'on a une variable PHP cseed, donc une ID session de PHP avec la valeur ici. Donc ça, ce sont les cookies de connexion. Ce qu'on va donc faire, c'est appeler la commande SQLmap, voilà, sur l'URL. Alors l'URL avec de la recherche évidemment. Voilà. Comme ça, SQLmap va tester d'exécuter du code avec de la recherche. Étant donné qu'on est sur du get, on peut le faire.
Donc ne pas oublier, ne pas juste mettre dashboard.php, mais bien mettre tous les paramètres de recherche. Voilà, j'en ai qu'un seul, c'est search. On va faire ça en utilisant nos cookies de connexion. Donc ce sont cookies égale. Alors, php ssid égale. Et là, il faut que j'aille copier la valeur ici. Ok, on va lancer ça et on va voir ce qui se passe. Hop, c'est parti. Alors cette attaque, elle est un peu compliquée. Parce qu'il y a parfois plusieurs personnes sur la machine et parfois ça fonctionne, parfois non. Donc là, comme je suis connecté encore en route sur la machine, je fais en sorte que ça fonctionne bien en éliminant tout ce qui m'embête. Donc, on dirait que c'est du PostgreSQL qui est derrière. On avait vu que oui, j'étais connecté avec l'utilisateur Postgre. Est-ce qu'on veut tester d'autres types d'attaques sur d'autres bases de données? Est-ce qu'on veut sauter les attaques sur d'autres bases de données? Oui, parce qu'on va faire que du Postgre. Est-ce qu'on veut inclure tous les tests pour PostgreSQL? Oui. On le laisse chercher. Alors ça peut prendre un petit moment, tout comme ça peut échouer si jamais ça continue d'attaquer. Mais bon, comme je suis encore en route sur la machine, comme j'ai dit, dès que je vois que ça commence à m'empêcher d'attaquer de cette façon-là, j'élimine les autres utilisateurs qui sont sur la machine pour être sûr que la vidéo se passe bien. Alors ça nous dit le paramètre search est vulnérable. Est-ce qu'on veut tester sur d'autres paramètres? Bon, on n'a que search de toute façon, donc ça va être non. Et voilà. Et donc ça nous répond, il y a effectivement des failles possibles sur le... Donc là il y a les tests ici, les payloads, etc., le titre de l'attaque. Donc on peut voir que la machine est vulnérable à des tentatives SQL. Alors ce qui est pas mal avec SQL Map, c'est qu'on peut demander d'avoir un shell. Donc c'est os-shell. Et donc là il va tenter de se connecter et d'avoir un shell depuis SQL Map. Donc on tente la commande. Et voilà. J'ai un shell. Et si par exemple je fais ls, oui, je veux voir la sortie, je peux voir qu'en faisant ls, je suis connecté avec, alors quel utilisateur? Avec Postgre. Donc là, je suis à me connecter sur la machine. Seulement là, je suis connecté avec un shell de SQL Map et en fait, il est vraiment très limité. Du coup, j'ai designé, alors depuis un, comment ça s'appelle, Floriange avec un S, une attaque qui va automatiser un peu plus le tout et on va retrouver un vrai shell. Ok, alors je reprends juste l'attaque à partir d'ici. Donc, je vais montrer les fichiers que j'ai. J'ai des fichiers. D'abord payload.py. Donc payload, il va utiliser request pour faire des requêtes HTML. Il a du code SQL. Alors, ce code, d'abord, il supprime toutes les tables qui s'appellent Gélule. Enfin, la table qui s'appelle Gélule, si jamais il y en a une. Bon, ça peut être que moi, mais au cas où. J'en crée une où je peux faire sortir de la commande. Je peux exécuter des commandes. Ensuite, à chaque fois, ça va juste exécuter du code sur le serveur distant. À chaque fois, le copy Gélule from program. Et en fait, ça va exécuter le programme que je mets entre les côtes qui sont ici. Donc la première, c'est je vais faire wget dans un répertoire temporaire. Donc ça, c'est mon adresse IP. Donc je vais créer un serveur web et je vais récupérer le fichier nc qui est ici, là. Ça, c'est netcat. Ça sert à faire de l'écoute sur le réseau. Je vais faire pareil avec le fichier liblua.so. Liblua.so, c'est tout simplement la bibliothèque dynamique utilisée par netcat pour pouvoir exécuter du code. Donc netcat a besoin de ce fichier pour s'exécuter. Donc au cas où le serveur ne l'a pas, je le mets dedans et je lui envoie. Enfin, il le récupère plutôt, plus il le récupère que je lui envoie. Ensuite, je vais donc faire un chmod 777 sur netcat pour qu'il ait que tout le monde ait tous les droits dessus, comme ça je m'embête pas. Hein, je vais pouvoir l'exécuter quoi qu'il arrive. Et ensuite, je dis, tu vas faire un LD preload, donc tu vas me précharger la bibliothèque .so. Tu vas exécuter le netcat, comme ça je suis sûr que le netcat ici s'exécute, sur mon adresse IP, sur le port 1234, et tu vas exécuter un bash. Donc ça, c'est ce que je demande à faire dans mes requêtes.
Je crée ensuite mes cookies de connexion. Et pour chaque commande dans la liste SQL ici, donc il va faire ligne par ligne, il va aller à l'URL qui est indiquée ici, il va exécuter la commande et il va rajouter le commentaire. Et donc ça, en fait, je vais faire de l'injection SQL. Et ensuite, j'exécute la requête avec mes cookies de connexion. J'ai ensuite un fichier attaque.sh. Donc il va me copier mon fichier bibliothèque là où je me trouve, avec ce nom-là. Il va me copier le netcat où je me trouve aussi. Il va me dire, dans un shell numéro 1, tu vas exécuter cette commande, et dans un shell numéro 2, tu vas exécuter cette commande. Ensuite, je vais devoir juste appuyer sur Entrée pour qu'il puisse lancer l'attaque. Et donc lancer l'attaque, c'est exécuter payload.py qui est ici. Donc, non, je vais laisser le code quand même. Donc, j'exécute l'attaque. Dans mon shell ici, je vais donc faire nc-lvp 1234. Voilà, il est en listen. Et non. Voilà, dans le shell ici, je vais faire python 3-m http.serveur sur le port 80. Et donc en fait, le serveur distant vaccine, quand il va aller me chercher les fichiers nc-libua, c'est grâce au serveur Python que je viens de faire, avec l'adresse qui est écrite ici. Donc là, je suis en attente, hein, j'ai mon read qui est en attente, j'appuie sur Entrée. Je vois qu'il vient de me télécharger mes fichiers. Je vois que depuis N4, j'ai écrit connexion from le serveur distant, donc ça c'est vaccine. Et donc si j'écris par exemple une commande, j'ai un retour. Donc là j'ai un reverse shell sur le serveur distant en ayant effectué cette attaque. Donc on va voir qui je suis. Je suis Spiderman, non pas du tout. Je suis Postgre. Et donc si je veux un meilleur shell, on va faire comme la dernière fois, on va dire shell égale /bin /bash sur script en quiet et tu rediriges tout vers null. Alors, le shell n'est pas complètement initialisé, donc là, ce que je vais faire, on se rappelle, c'était découvrir le mot de passe de Postgre. Parce que là, je suis connecté comme Postgre, mais j'ai pas encore son mot de passe. Donc il était dans /var /wcube/html dashboard.php. Bon là, je devrais faire cd, etc., redécouvrir. Mais comme la dernière attaque, la plus simple, j'avais déjà fait ça, là je vais plus vite. Et je fais directement les commandes qui vont bien. Je trouve donc le mot de passe du serveur, de Postgre. Donc là je peux faire sudo, non je vais faire su Postgre. Je change le mot de passe. Et là c'est bon, le CD fonctionne. Alors que tout à l'heure il y avait écrit la variable environnement home n'était pas initialisée. Là il fonctionne, donc le shell est un peu mieux initialisé. Bon, c'est histoire d'être un peu plus confortable, c'est vraiment juste ça. Et du coup je peux refaire sudo-l. Je mets le mot de... Oula, non c'est pas ça le mot de passe. Je mets le mot de passe. Voilà, donc il me dit tu peux effectuer ça en tant que sudo, enfin en tant que root. Donc je fais sudo ce qui m'autorisait de faire. Et là, alors le shell, comme ça reste du netcat et qui est pas très bien utilisé, initialisé, c'est un peu dégueulasse. Et donc là, on me dit, bon il y a le fichier qui a déjà été modifié, etc. Alors comme c'est VI, je sais que si j'appuie sur E, ça va faire edit anyway. Et là, on peut voir que c'est vraiment pas très très beau. Voilà. En fait, là, je reste appuyé sur Entrée et ça m'affiche petit à petit le fichier. Mais le shell étant initialisé d'une façon, on va dire, très rigide, l'affichage n'est pas super beau. Néanmoins, je suis quand même toujours dans VI. Donc si je fais d'exclamation /bin /bash, alors j'appuie plein de fois sur Entrée, et voilà. Là, j'appuie plein de fois sur Entrée, et on voit que je suis connecté sur route. Là, je peux faire cd, ls, et cat root.txt. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième attaque qui était un peu plus compliquée. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai bien aimé faire ça. C'était pas mal de recherches. Et je vous dis donc à la prochaine attaque.